Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter cette conférence sur l'instrument qui s'appelle Foremost. Voilà, ça s'appelle Catmos, mais il faut prononcer Foremost en anglais. C'est notre nouveau regard sur l'univers, parce que c'est un nouvel instrument qu'on a placé sur ce télescope qui fait 4 mètres de diamètre, qui est situé au Chili. Donc, avant de vous parler plus précisément de l'instrument, pourquoi au Chili, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Je vais vous donner un petit peu un panorama de pourquoi on veut utiliser ce type d'instrument. Donc on va partir un tout petit peu d'historique. Est-ce que Formos, en tout cas moi, je vais l'utiliser comme un cosmographe, c'est-à-dire un outil pour faire de la cartographie de l'univers. D'accord ? La cosmographie, ça va permettre de mesurer la position des objets dans l'univers jusqu'à des grandes distances. Et donc, comment on est passé de l'histoire, dans l'histoire de l'astronomie à différentes représentations du monde, et pourquoi on a encore besoin de faire ces cartographies, à quoi ça nous sert, etc. Et après, je parlerai plus en détail de l'instrument Foremost, en vous montrant aussi quelques petites photos de nos vacances, du coup, de mois d'août, septembre ou octobre, quand on l'a installé sur le télescope au Chili. Alors, la cartographie du ciel, la cartographie céleste, faut l'imaginer comme à la fois une mesure de l'espace, puisqu'on mesure des positions d'objets, et du temps. Donc ça a été depuis le début, quand on a commencé à faire les toutes premières cartes du ciel. Quand on remonte dans l'histoire de l'astronomie, une des toutes premières cartes du ciel, c'est au néolithique, on faisait des plaques comme ceci, des plaques de bronze dans lesquelles on représentait la Lune, des planètes, et puis des groupes d'étoiles. On essayait de représenter des positions d'étoiles. Alors c'est très brut comme carte, mais c'est une première représentation où on essayait de positionner ces étoiles. Quand on regarde un petit peu le ciel, on s'aperçoit que ce ciel, il est mobile au niveau des heures, au niveau des saisons. Du coup, on cherchait au début à essayer de faire cette carte pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que la position des étoiles dans le ciel, on comprend maintenant pourquoi ça bouge. C'est la Terre qui tourne sur elle-même, le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais à l'époque, il y avait des motivations pratiques au tout début, l'agriculture, connaître le rythme des saisons, et puis se repérer. Suivant la position où vous êtes sur Terre, vous voyez pas exactement le même ciel. Et donc inversement, si vous voulez savoir où vous êtes, vous pouvez utiliser les étoiles pour vous repérer. Et au bout d'un moment, on a commencé à construire comme ça ces cartes et essayer de mettre de l'ordre et de la rationalité. Une fois qu'on a une carte, voilà, tout est fixe, tout est compris. Et puis, il y a un peu une dimension derrière mythologique, mystique. Quelle est la place de l'homme là-dedans? Et derrière, on a peu à peu avancé pour mettre des lois physiques derrière, pour dire tout ça bouge pour certaines raisons. Donc des lois physiques ou métaphysiques, évidemment. Notre vision du monde change. Il suffit de se rappeler, des premières cartes qu'on avait du système solaire, ou en tout cas à l'égard de l'Antiquité, la représentation du ciel du système solaire de Ptolémée. La Terre est au centre du système solaire. Le Soleil est un des astres parmi toutes les planètes. D'accord ? Et on a des orbites avec des planètes qui tournent autour de la Terre, et le Soleil qui est une de ces orbites. Alors après, on s'aperçoit que ça fonctionne pas très bien. On est obligé de mettre des orbites sur les orbites, de complexifier un peu le système, jusqu'à temps qu'on ait arrivé au modèle de Copernic, où vous avez le Soleil au centre du système solaire et la Terre qui est sur la troisième orbite. Et là, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Donc on sait que notre vision du monde elle change au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur les lois des mouvements des objets, comme les planètes, et puis aussi sur la position des objets, la quantité d'objets qu'il y a dans telle ou telle direction. Un des gros changements qui s'est produit, alors là c'est la révolution copernicienne qui a changé notre vision du système solaire, mais le changement suivant s'est opéré quand on a commencé à utiliser non plus de l'astronomie de position, mais quand on a commencé à mesurer, analyser la lumière de manière beaucoup plus fine, en utilisant ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé à développer les premiers spectrographes et les premiers spectres du ciel,
Ça correspond à quoi la spectroscopie? C'est si vous avez un corps qui est chauffé, comme une étoile, d'accord, au cœur d'une étoile, vous avez de la lumière qui est émise, et si vous mettez un prisme ou un réseau de diffraction, ça a le même effet, vous allez pouvoir disperser la lumière que vous envoie une étoile ou un autre objet, et la décomposer suivant toutes ses couleurs. Donc du rouge vers le violet ici. Donc l'expérience simple, c'est comme ça, on le fait sur un écran. On peut le faire avec un gaz qu'on chauffe, avec un gaz froid, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière, puisque dès que vous chauffez un élément chimique ou vous regardez une étoile, vous allez vous apercevoir que le corps va pas émettre toutes les couleurs de la même manière. Vous allez avoir des zones plus sombres et des zones plus brillantes. Donc ça dépend si vous êtes en présence de gaz plus froid ou de gaz plus chaud. Par exemple, le spectre d'une étoile, ça va avoir toutes les couleurs, ce qu'on appelle un spectre continu, mais vous allez avoir des zones comme ça où il vous manque une certaine couleur. Ça fait un petit peu comme un code barre, puisque vous allez avoir des traces dans le spectre de l'étoile qui vont être liées à la présence de certains éléments chimiques. Donc dans l'univers, en général, il y a l'élément prépondérant qu'on trouve partout, c'est de l'hydrogène, mais vous avez aussi plein d'autres éléments chimiques dans l'univers, le carbone, l'azote, l'oxygène, ou des molécules. Et on utilise la spectroscopie donc pour identifier ça. Donc on fait des courbes comme ceci, où on répertorie en fonction de la couleur, la quantité de lumière, et on détecte des pics, soit comme des raies sombres, soit des raies brillantes, donc on appelle ça des raies. Et ces raies vont nous permettre d'identifier des éléments chimiques et d'autres propriétés physiques. En effet, derrière cette signature, en plus des éléments chimiques, la forme du spectre va dépendre d'autres propriétés, notamment la température, donc j'ai parlé de gaz chaud, gaz froid, la pression et la vitesse. Donc si vous prenez un spectre d'étoile et vous l'analysez très finement, vous êtes en mesure de donner beaucoup d'informations sur cette étoile. Beaucoup plus que si vous aviez juste un point ou juste quelques points dans différentes couleurs, d'accord? Si vous prenez juste des images, vous avez juste un point et l'étoile, ça restera un point. Alors que si vous dispersez la lumière et vous faites cette analyse-là, derrière ce point, vous allez avoir une foultitude d'informations avec des propriétés physiques. Quand on a commencé à utiliser la spectroscopie, quelque part, ça a transformé notre manière de travailler en astronomie. On est passé de ce qu'on appelle l'astronomie de position, où on fait juste cette cartographie avec des positions, à l'astrophysique, donc mesurer des propriétés physiques des objets, et donc derrière comprendre les lois physiques qu'il y a derrière, comprendre par exemple des modèles pour former ces étoiles, comment ces étoiles naissent, comment elles évoluent, quelles sont leurs activités, et le fait que tout ça en fait est en mouvement également. Et une des résultats les plus importants qui a été fait il y a presque 100 ans maintenant a été obtenu par un certain Edwin Hubble qui étudiait non pas des étoiles, mais il a commencé à faire des spectres de ce qu'on appelle des galaxies. Donc des galaxies, c'est des rassemblements d'étoiles. Donc nous sommes nous-mêmes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Vous avez une image de la Voie lactée sur votre droite, sur ce grand poster derrière vous. Notre galaxie, elle contient des centaines de milliards d'étoiles, et toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel font partie de notre galaxie. Mais à peu près dans les années 1920, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait d'autres galaxies beaucoup plus loin. En fait, entre les étoiles de notre galaxie, on pouvait pointer un télescope et aller trouver d'autres galaxies en dehors, beaucoup plus lointaines. Elles ont des formes comme celle-ci, donc une forme généralement en une structure spirale, dans laquelle vous avez en fait, si vous pouviez zoomer là-dessus, vous verriez des centaines de milliards d'étoiles. Mais c'est une très grande quantité d'étoiles. Donc ça veut dire que cette galaxie, elle est très brillante. Mais comme elle est très loin, vous la voyez comme une tache un peu faible sur le ciel. Néanmoins, vous avez la possibilité d'en faire un spectre. Et ce qu'a fait Edwin Hubble, c'est qu'il a fait des spectres de plusieurs de ces galaxies, et on a commencé également en même temps à mesurer leur distance. Donc on a utilisé différentes méthodes pour mesurer les distances. Et ce qu'il a commencé à voir, c'est que plus vous allez chercher une galaxie lointaine, donc je vous représente ici par une galaxie qui semble plus petite, d'accord, simplement elle est plus loin,
plus son spectre, donc plus toutes les signatures qu'on voit dans sa lumière, est décalée vers le rouge. Donc ce phénomène, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge des galaxies, il s'est aperçu donc que il l'a interprété comme une vitesse, c'est-à-dire que quand on a ce qu'on appelle l'effet Doppler qui nous dit que s'il y a un objet qui s'éloigne de nous, sa lumière, elle va se retrouver décalée vers le rouge. Alors l'effet Doppler, on le connaît d'un point de vue sonore, c'est-à-dire que si vous entendez une voiture qui s'éloigne de vous, elle aura un son plus grave, alors qu'une voiture qui s'approche de vous aura un son plus aigu. Ou une voiture ou un train, d'accord? Et si vous avez une voiture qui vous passe juste à côté, vous l'entendez arriver avec un son très aigu, et quand ça s'éloigne de vous, ça passe sur un son plus grave. Ça fait d'accord? On a un changement de fréquence. Ce changement de fréquence, il est vrai aussi pour la lumière. Si la voiture vous envoyait un signal avec une certaine couleur, vous le verriez plus bleu quand elle s'approche de vous et plus rouge quand elle s'éloigne de vous. Et c'est ce qui se passe dans les galaxies. Ce qu'on voit également, c'est que les signatures qu'on avait identifiées à des couleurs très spécifiques qui correspondent aux éléments chimiques, tout se retrouve décalé. Et c'est grâce à ça qu'on peut tracer le fait que ces galaxies semblent s'éloigner de nous. L'interprétation de tout ça, c'est pas que personne ne veut se joindre à nous et toutes les galaxies veulent s'éloigner de nous, d'accord? C'est que c'est une propriété globale dans tout l'univers que l'univers est en train de gonfler. Okay? C'est ce qu'on parle. On parle de l'expansion de l'univers. La représentation, c'est que si vous imaginez une zone de l'univers et vous avez deux galaxies ici, le temps que la lumière vienne de ces objets qui sont extrêmement lointains, on parle dans les galaxies de plusieurs milliards d'années-lumière de distance, c'est-à-dire que la lumière met des millions, voire des milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Donc le signal lumineux, c'est une onde qui va se propager d'une galaxie vers l'autre. Donc imaginons, nous sommes ici et on regarde cette galaxie. Entre le moment où la lumière est partie et la lumière arrive, tout l'univers est en train de gonfler. Donc plus cette galaxie était lointaine, donc plus la lumière a mis de temps pour venir jusqu'à nous, plus cette lumière va se retrouver étirée et donc son spectre va être décalé vers le rouge. C'est très difficile d'imaginer l'expansion de l'univers. Enfin, tout le monde a un peu une vision un petit peu différente. Faut penser que tout gonfle en même temps et que même l'univers peut très bien être complètement infini, mais être en expansion. Mais expansion dans quoi? Dans lui-même, s'il est infini, d'accord? Mais c'est simplement que toutes les distances entre n'importe quel objet dans l'univers, deux objets dans l'univers, ces distances vont s'étirer au cours du temps. C'est un effet zoom. Donc on peut le voir en 3 dimensions. Si on a des galaxies comme ça qui sont représentées dans un volume, ici un cylindre, et on regarde un petit peu ce qui se passe, ce volume va augmenter au cours du temps. Et donc Edwin Hubble a émis cette équation, a écrit cette équation qui fait que la vitesse d'éloignement de la galaxie est proportionnelle à cette distance. Ce qui est vrai si vous regardez les galaxies les plus proches de vous. Par la suite, plusieurs personnes ont travaillé par rapport à ça et ont fait un modèle pour expliquer cette expansion, simplement en remontant le film en arrière. Si l'univers était en expansion, ça veut dire que tous les objets qu'on a dans notre univers, qu'on voit, d'accord, les galaxies, les étoiles, je remonte le film à l'envers, tout va se retrouver dans une zone extrêmement dense. Et ça, c'est Georges Lemaître, notamment, qui a émis l'hypothèse de ce qu'on appelle l'idée d'une singularité initiale, ce qu'il a appelé l'atome primitif. C'est que plus on remonte le temps, plus les dimensions de l'univers vont être petites, jusqu'à atteindre la dimension d'un atome. Et dès qu'on arrive à la dimension d'un atome, finalement, les lois de la physique qu'on veut utiliser pour décrire l'univers, qui sont les lois de la relativité générale, ne fonctionnent plus. D'accord ? Néanmoins, il y a toujours cet état, on va retrouver, qui est un état extrêmement dense, extrêmement chaud, où vous mettez toute la matière de l'univers dans une toute petite zone. Et c'est ce qui a donné le nom par la suite du Big Bang.
Donc la question, et l'une des grandes questions maintenant qu'on a, on a cet état initial, on va appeler Big Bang, qui est un état très dense, très chaud, qui est une phase d'expansion très très grande. On a l'état actuel ici, donc on regarde au cours du temps la taille de l'univers, visible, d'accord? Donc on sait que dans une certaine région, si on se place autour de nous, on a un temps limité à partir duquel, depuis le Big Bang, qui est de à peu près 13,8 milliards d'années. Donc il y a eu 13,8 milliards d'années de gonflement de l'univers. Et ce gonflement, la question c'est qu'est-ce que ça va donner par la suite, d'accord? Est-ce que ce gonflement il va s'arrêter et d'un seul coup tout va revenir en arrière, ça va se recontracter jusqu'à reformer l'équivalent d'un autre Big Bang qu'on appellerait Big Crunch. Alors c'est pas les théories les plus à la mode actuellement pour expliquer le devenir de l'univers. On peut imaginer un univers qui continue de gonfler jusqu'à à peu près s'arrêter, d'accord? Il se ralentit jusqu'à s'arrêter. On peut imaginer un univers qui gonfle et puis à vitesse constante, d'accord? Et puis le dernier, c'est un univers avec où l'expansion de l'univers est en accélération. Et les modèles actuels qu'on a de notre univers nous donnent plutôt cette hypothèse-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au moins dans les derniers milliards d'années, donc sur les 13,8, on peut regarder un petit peu ce qui se passe au cours du temps, et dans les derniers milliards d'années, on aurait eu une accélération de l'expansion de l'univers. Donc ça, on le voit au travers de différentes sondes. Donc je vais donner d'autres propriétés de ce qu'on a mesuré. Donc j'avance un petit peu dans le temps. Dans les années 70, on a eu les travaux notamment de Vera Rubin, qui était une grande observatrice, qui a étudié non pas le spectre global d'une galaxie, mais elle a regardé un petit peu ce qui se passait si vous prenez un spectre du centre d'une galaxie, puis vous allez de plus en plus vers l'extérieur. Si vous faites ça, vous avez la possibilité de mesurer les vitesses des étoiles à différents rayons, d'accord? Donc vous avez énormément d'étoiles dans chaque partie, mais ici vous pouvez voir les étoiles qui sont plus près du centre, les étoiles plutôt vers l'extérieur, etc. Quand vous regardez l'image d'une galaxie, vous vous rendez compte déjà qu'il y a beaucoup d'étoiles au centre, et il y en a de moins en moins à mesure que vous allez en périphérie de la galaxie. Ça veut dire que si vous supposez que les lois de la gravitation qu'on connaît sur Terre sont les mêmes un petit peu partout dans l'univers, vous attendriez à ce que les étoiles les plus proches du centre aillent plus vite, puisqu'il y a beaucoup plus de matière, de masse, et beaucoup plus de gravitation, que les étoiles qui sont à l'extérieur. Pour faire l'analogie, la planète la plus proche du Soleil, Mercure, se déplace à une beaucoup plus grande vitesse que la Terre, qui se déplace encore à beaucoup plus grande vitesse que la planète la plus lointaine du Soleil, qui est Neptune. Donc si vous avez la même masse, enfin le Soleil concentre l'essentiel de la masse du système solaire, vous devriez vous attendre à ce que les vitesses diminuent au fur et à mesure de la distance. Ce qu'elle a mesuré, c'est pas ça. Elle a mesuré ça. C'est-à-dire que les vitesses des étoiles à mesure qu'on s'éloigne du centre d'une galaxie sont constantes. Et donc, ce qui a l'interprétation derrière, c'est que si vous voulez, si vous faites une courbe de cette vitesse en fonction de la distance au centre, donc elle voit une montée très forte et puis un plateau, là où, juste basé sur la distribution des étoiles dans une galaxie, on devrait avoir un pic et une chute. Pour expliquer ce plateau, on va mettre en évidence que les galaxies, c'est pas que des étoiles. Elles sont en fait englobées dans une espèce de structure qu'on appelle un halo de matière noire. C'est une espèce de grand nuage de matière qui n'est pas de la matière ordinaire. Et le fait qu'il y ait cette matière qui englobe la galaxie, c'est ça qui lui donne sa structure et ses vitesses, et qui donne cette accélération, finalement, donne cette vitesse aux étoiles, même en périphérie, puisque les galaxies sont englobées dans un truc un peu plus grand et beaucoup plus massif. Et c'est ce qui va dominer la masse d'une galaxie. Donc quand on a découvert ça, donc ce qu'on appelle la matière noire, on s'est déjà rendu compte que il nous restait beaucoup de choses à découvrir au sein d'une galaxie. Mais c'était pas fini. Dans les années 90, on a complété ça
avec l'étude de ce qu'on appelle des supernovas. Les supernovas, c'est des objets compacts qui se mettent d'un seul coup à briller parce qu'ils vont avoir un gain de masse important qui leur apporte une source d'énergie très très importante. Pendant quelques jours, quelques semaines, ils vont se mettre à briller quasiment aussi fortement que le centre d'une galaxie. Mais il s'agit bien d'un objet, une étoile ou un objet compact, ce qu'on appelle une naine blanche. Puisqu'on a un phénomène explosif, d'accord, qui va faire, ça dure pas longtemps parce que sinon c'est pas tenable, mais pendant quelques jours, quelques semaines, on a cette explosion qui va se produire. Si on arrive à identifier ces explosions, on arrive à les modéliser, on comprend de quoi il s'agit, et donc on sait quelle quantité d'énergie il y a derrière. Et on s'est aperçu que certaines de ces explosions, elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Parce que finalement, une naine blanche qui va faire une supernova, ça a une certaine masse, qui est la masse limite au-dessus de laquelle elle ne peut plus récupérer de gaz. Et donc, toutes les supernovas qui vont exploser de ce type-là vont avoir la même quantité d'énergie. Alors, je simplifie énormément. En réalité, il y a des petites variations, mais on les comprend bien et on arrive à les modéliser. Si vous savez que vous avez une certaine quantité d'énergie derrière ça, vous retrouvez la même signature sur une galaxie très très lointaine. Ça vous donne une mesure de distance très précise. C'est ce qu'on appelle une chandelle standard. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, étudier des galaxies beaucoup plus distantes, puisque vous avez cette chandelle qui est votre supernova qui est en train d'exploser, qui vous dit à quelle distance vous êtes. Si vous imaginez, j'arrive à mesurer une chandelle à cette distance-là, même si je connais pas au départ la distance, je peux la déduire puisque je sais que je suis en train de regarder une supernova, donc une chandelle standard. Grâce à ça, on a pu identifier donc que l'univers était dans une phase d'expansion accélérée depuis quelques milliards d'années. Et l'interprétation derrière, c'est qu'il y aurait une quantité d'énergie supplémentaire, en plus de la matière ordinaire, en plus de la matière noire, et qu'on a nommé l'énergie noire. Alors il y a beaucoup de choses noires. Quand on met le mot noir derrière, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, d'accord ? On a des idées, mais on cherche encore à identifier ce qu'il y a derrière. Cette énergie noire, c'est une propriété, non pas à l'intérieur d'une galaxie comme la matière noire, c'est pas un halo de matière noire qui englobe la galaxie. L'énergie noire, c'est partout dans tout l'univers. Et vous la ressentez uniquement quand vous êtes loin d'une galaxie. Et c'est quelque chose qui va entraîner l'univers dans une expansion accélérée. Donc c'est quelque chose qui repousse la gravité et qui a tendance à avoir la même propriété qu'une pression négative. C'est quelque chose qui a tendance à accélérer l'expansion de l'univers. Si on fait un bilan de ce qu'il y a dans notre univers, au final, nous-mêmes, les planètes, d'accord, nous sur Terre, on a fait partie de ce qu'on appelle les éléments lourds de l'univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait à partir, en majorité, on n'est pas de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont les éléments principaux de l'univers. On a plutôt composé de carbone, azote, oxygène, d'accord, qui sont des éléments plus lourds. Et ça correspond à 0,03% de toute la masse et l'énergie, ces éléments lourds de l'univers. Alors, il y a d'autres particules, notamment les neutrinos, qui ont une certaine contribution qui est pas du tout négligeable. Les étoiles elles-mêmes, elles contiennent à peu près 0,5% de toute la masse qu'il y a et l'énergie qu'il y a dans l'univers. Et puis vous avez du gaz, qui est pas sous forme d'étoiles, mais qui pourrait former de nouvelles étoiles, de l'hydrogène et de l'hélium, qui fait à peu près 4%. Donc au total, vous avez 5% de l'ensemble de la matière masse-énergie qui est basée sur ce qu'on appelle la matière ordinaire, qu'on comprend bien, qu'on étudie constamment. Et puis vous avez, en grosso modo, de l'ordre de 25% de ce contenu masse-énergie qui est sous forme de matière noire. Donc on ne sait pas ce que c'est, on pense que c'est plutôt des particules différentes de la matière ordinaire. On cherche à les identifier grâce aux accélérateurs de particules, notamment au LHC, où on accélère des particules à très hautes énergies, dans l'espoir de fabriquer des nouvelles particules qu'on ne connaît pas encore.
Dans tous les cas, on sait que c'est de la matière qui n'a pas les mêmes propriétés que la matière ordinaire, qu'elle n'interagit pas avec la matière ordinaire. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est si elle n'interagit pas avec elle-même. Et après, vous avez 70% de l'énergie qui est composée de cette énergie noire, qui pour l'instant est très simple dans les équations. Vous rajoutez une constante dans vos équations et vous arrivez à expliquer tout. Donc, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on préfère. À chaque fois, quand on a plusieurs modèles possibles, le modèle le plus simple, c'est celui qu'on va préférer. Ce qu'on cherche maintenant à détecter, c'est savoir est-ce que cette énergie noire, elle est vraiment constante? Est-ce qu'elle n'a pas évolué au cours du temps? Et on commence à avoir des premiers indices avec notamment des spectrographes qui auraient peut-être des variations. Et c'est ça qu'on va chercher continuellement à confirmer et améliorer dans les mesures. Voilà, donc c'est un peu frustrant de savoir que 95% de ce qu'il y a autour de nous, on ne sait pas ce que c'est. Moi, en tant qu'observateur, je dirais, je vis avec et je cherche à la mesurer, mais je ne vais pas aller chercher à l'interpréter davantage derrière. Je laisse ça aux physiciens des particules, aux physiciens théoriciens, qui vont nous produire des modèles différents de cosmologie pour expliquer notamment l'énergie noire. Mais pour avancer plus loin, il faut aller mesurer des distances. Pour mesurer des distances et relier ça à mesurer le taux d'expansion de l'univers. Et donc ça, on a vu, on peut le faire par spectroscopie, comme le faisait Edwin Hubble à l'époque. Donc on va faire de la spectroscopie massive. Massive, ça veut dire on ne fait pas une dizaine de galaxies, on va en faire des milliers, voire des millions. Et jusqu'à présent, les derniers, ce qu'on appelle, on fait des sondages, donc on fait des grands relevés de galaxies dans lesquels on va mesurer des spectres individuellement. C'est quelque chose de complexe parce que vous pouvez pas juste prendre un prisme et aller disperser toute la lumière parce que tout va se mélanger. Il faut isoler spécifiquement les objets qui vous intéressent et on va le faire avec des fibres optiques. Donc on prend un télescope, ici c'est un télescope de 2 mètres, et la méthode classique c'est de prendre une plaque de métal. Vous regardez, vous faites une image du ciel, ça c'est assez facile à faire. Vous pointez là où il y a des galaxies qui vous intéressent. Vous faites des trous. Et puis derrière, vous allez mettre une fibre optique dessus. Et puis à l'autre bout, vous allez ramasser toutes vos fibres optiques pour disperser leur lumière et analyser les spectres, mais de manière très concentrée, donc vous êtes très efficace. Ça vous permet d'en faire plusieurs centaines en une seule observation. Mais pour ça, il faut, de manière classique, on faisait ça à la main. Donc ça prend à peu près 45 minutes sur ce film en accéléré, où on va dire, il y a un spectrographe bleu, un spectrographe rouge, on travaille par région, et il faut mettre la bonne fibre au bon endroit pour, à la fin, on s'y retrouve et on retrouve le spectre de notre galaxie. Donc on préparait des plaques avec des fibres optiques, on chargeait ça sur un télescope qui après va observer pendant la nuit de manière automatique ces plaques. Donc vous voyez que c'est un peu fastidieux. Ici, c'est le spectrographe du Sloan, donc en Amérique du Nord, sur un télescope de 2 mètres, qui a fait qui a néanmoins donné des très très beaux résultats de spectres. Et pour vous donner un exemple, voilà le type de spectre qu'on va aller chercher. Un spectre de galaxie, donc avec des signatures d'éléments chimiques, de sodium, de magnésium, d'hydrogène. Et puis des spectres qui sont un peu plus brillants, mais qu'on va aller chercher très très loin. C'est ce qu'on appelle des quasars. C'est des galaxies qui sont extrêmement actives parce qu'ils ont un trou noir supermassif en leur cœur qui est très actif, c'est-à-dire qu'il rayonne beaucoup. Il a un rayonnement énergétique très important. Et donc c'est ça qui fait, comme le gaz est chauffé, vous allez trouver des raies d'émission très très brillantes. Une fois que vous avez mesuré tous ces spectres, vous mesurez le taux d'expansion de l'univers et vous pouvez placer ces objets sur une carte. Voilà ce qu'a donné IBOS. Et c'est ce qu'on va chercher à faire avec Foremost au final. Donc le bilan, mais ça prend des années à faire, c'est au bout de 5 ans, on s'attend à avoir une carte beaucoup plus détaillée que celle-ci qui était obtenue avec IBOS. Mais vous voyez qu'avec IBOS, sur le Sloan, il fallait faire beaucoup de choses à la main, notamment ces fibres optiques qui sont dans l'instrument. Comment on va améliorer ça? Donc Foremost, déjà on va se placer sur un grand télescope. Le Sloan, c'est un télescope qui fait 2 mètres. On va aller se placer sur un télescope qui existait déjà, qui est VISTA, qui est situé sur l'observatoire du Mont Paranal au Chili.
C'est dans le désert de l'Atacama. Et derrière, on va mettre un instrument. Donc ce télescope, il va simplement servir à collecter la lumière. Donc il concentre la lumière, il la ramène sur une zone, un plan focal, où on va concentrer toute la lumière. Et dans ce plan focal, on va faire un peu comme pour le Sloan, on va placer des fibres optiques à l'endroit qui nous intéresse. Et derrière, on va mettre un spectrographe pour mesurer des spectres. Les spectrographes, c'est ça qu'on a fabriqué ici. Donc vous avez 3 spectrographes dans Formos, on en a fabriqué 2 ici. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors juste une petite note, pourquoi on va aller au Chili? Donc ici, juste pour vous montrer, c'est au-dessus de la montagne, vous avez les télescopes, donc vous avez Vista qui est un petit peu derrière. Ici, c'est la résidence où il y a les astronomes. Entre les deux, en tout cas en dehors de la résidence, il n'y a rien. On est vraiment dans un désert, il n'y a pas une plante, d'accord? C'est un désert extrêmement sec. C'est en altitude, à peu près 2400 mètres. Et pourquoi on va se mettre là? C'est parce que c'est des conditions idéales pour faire de l'observation astronomique. Vous avez un ciel pur, vous avez un ciel très dégagé, vous êtes en altitude donc vous avez moins d'atmosphère, et puis il y a surtout une propriété générale qui est d'avoir très très peu de turbulence. Donc c'est très important parce que la turbulence c'est ce qui va faire que quand vous regardez une étoile, elle va se mettre à scintiller. Donc c'est les mouvements d'air dans l'atmosphère. Si vous avez une atmosphère qui bouge beaucoup parce qu'il y a des changements de température, de pression, l'image d'une étoile va pas arrêter de danser, d'accord? Et si vous restez 1 heure à observer cette étoile, à la fin, vous aurez une très grosse tache. Quand vous êtes dans un endroit comme le désert de l'Atacama au Chili, l'étoile, finalement, elle va très très peu bouger. Vous allez avoir une étoile beaucoup plus piquée. Donc vous allez être plus sensible, vous allez mieux détecter cette étoile. Et donc vous allez être plus efficace. Donc vous pouvez avoir des observations vraiment à l'œil nu. Vous voyez ce type d'image avec la Voie lactée. Donc quand il n'y a pas de lune, c'est vraiment spectaculaire. Alors évidemment, on est aussi très loin de la pollution lumineuse. Ça veut dire qu'aussi on est très très loin d'une ville. Donc c'est vraiment une organisation un petit peu différente. En fait, à l'intérieur de la résidence, vous avez l'extérieur, vous êtes dans un désert qui est à 10% d'humidité. On peut pas vivre comme ça tout le temps à cette humidité-là. Donc on reproduit des conditions d'humidité, donc avec une piscine et un jardin tropical, ce qui permet aussi, quand vous êtes complètement isolé d'une ville, d'avoir quand même un petit peu de confort sur place. Vous voyez ici une image de différents télescopes vus au travers de leur miroir. Le miroir, c'est la propriété principale d'un télescope. Plus son miroir est gros, plus vous allez détecter, avoir un pouvoir de détection important. Donc j'ai parlé que pour Vista, on a un télescope de 4 mètres de diamètre, ça fait à peu près cette taille-là. Donc c'est pas un télescope parmi les plus grands. Vous avez le Very Large Telescope qui est également au Chili, qui est juste à côté. C'est 4 télescopes qui font 8 mètres de diamètre. Alors pourquoi on va se placer sur un plus petit télescope? Parce que généralement, les plus petits télescopes, c'est ceux aussi qui vont avoir un grand champ de vue. Et ce qui va nous intéresser pour Formos, c'est pas forcément le pouvoir de détection, même si ce serait mieux, mais c'est de pouvoir couvrir tout le ciel possible en 5 ans. Comment on va procéder? Donc, le champ de vue de Formos est suffisant pour nous donner une petite tache sur le ciel. Mais si vous en faites plein d'observations, au bout de 5 ans, on devrait arriver comme ça à couvrir tout le ciel de l'hémisphère sud. Donc avoir une couverture complète. Donc ici, c'est une représentation en fait au cours du temps de différentes observations. Donc chaque nuit, vous allez rester pendant longtemps, pendant quelques heures à un endroit, puis vous sautez, vous faites quelques heures à un autre endroit. Donc c'est la ligne brisée que vous avez ici. Vous voyez la lune qui passe de temps en temps, ça représente à peu près 1 mois. Et le ciel qui tourne parce que la Terre tourne autour du Soleil, donc vous n'êtes jamais en face du même ciel à la même heure. Donc on construit comme ça un programme, donc ça c'est une simulation de ce qu'on pourra faire avec Formos au bout de 5 ans. Et à la fin, on devrait avoir 25 millions de spectres de sources, d'accord? Donc pouvoir mesurer. Alors il n'y a pas que des galaxies, on ne fait pas que de la cosmologie avec Formos, il y a beaucoup de choses. On fait ce qu'on appelle de l'archéologie galactique, étudier les étoiles de notre galaxie également, du ciel des hautes énergies et de l'évolution des galaxies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cosmologie ici. Et donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir arriver, finalement, c'est ça notre objectif, on a un champ de vue qui est très large. Donc, le champ de vue, c'est-à-dire le plan focal dans lequel la lumière du télescope est récupérée,
il fait 4 degrés carrés sur le ciel. Alors ça vous donne pas grand-chose comme information. Donc je vous mets la Lune à côté. Donc vous vous rendez compte que si vous voyez la Lune dans le ciel, Formos, il arrive à couvrir une zone du ciel qui est beaucoup plus grande que la pleine Lune. Et c'est ça qui lui permet finalement, avec un champ hexagonal, vous voyez, vous pouvez paver le ciel, c'est-à-dire vous pouvez faire un espèce de carrelage dans lequel vous avez pointé et observé à toutes les positions, et finalement vous avez couvert toute la sphère céleste. À l'intérieur de ce champ, tous les points qui vous intéressent, c'est les petits points rouges. Toutes les sources qui vous intéressent, c'est les petits points rouges. Et après, là-dessus, Formos va pas pouvoir tout observer, on peut pas tout faire, mais il va en faire le maximum possible. Ce qu'il a à sa disposition, il a 2400 fibres. Donc de la même manière qu'on faisait à la main les trous et on allait plugger les fibres à la main, là on va le faire de manière automatique avec des fibres qu'on peut pointer, c'est-à-dire déplacer légèrement, de sorte qu'elles vont aller prendre la lumière, prélever la lumière de la source qui nous intéresse. Et les 2400 fibres, c'est ce que vous voyez avec les points noirs. Okay, c'est le déplacement de la fibre pour aller chercher une source intéressante. Voilà physiquement de quoi on parle. C'est le positionneur de fibres de Formos. Et vous voyez que, à volonté, on peut lui donner une commande et bouger les fibres. On fait danser les fibres de manière à aller pointer de manière automatique un objet qui nous intéresse. Comment ça marche? En fait, à l'autre bout de la fibre, il y a un système électrique. On lui applique un courant piézoélectrique qui va déformer la fibre, une partie de la fibre, et l'incliner. Et on lui donne comme ça 2 angles qui lui permettent de couvrir. Il y a un champ de patrouille, disons, autour de la fibre sur lequel on peut aller pointer différents objets. Et donc, on va choisir 2400 objets pour faire une observation. Le gros avantage, c'est que contrairement aux fibres qu'on faisait à la main qui nous prenaient 45 minutes, en plein milieu de nuit, on peut décider de changer la configuration à volonté et simplement donner un signal informatique et on change la position des fibres. C'est beaucoup plus efficace. Comme je vous disais, le télescope Vista existait déjà. On lui a simplement, on l'a tuné un peu, on l'a relooké pour lui inclure le nouveau spectrographe derrière. Vista, avant Formos, il faisait des images. Il avait une caméra qui faisait des images. Alors des images, c'est assez simple. Vous avez le plan focal, la lumière qui arrive, vous mettez un détecteur derrière, vous récupérez les photons, les particules de lumière, et ça fonctionne. Pour la spectroscopie, donc il y a cette question de fibre optique qui va complexifier les choses. Donc d'abord, à l'intérieur, au cœur du télescope, on a rajouté ce qu'on appelle un correcteur de champ, qui permet d'élargir la surface et de couvrir ce champ beaucoup plus large que la pleine Lune. Donc ça, c'était important. On a rajouté un positionneur de fibres. Donc c'est ce fameux positionneur de fibres qu'on a vu qui déplace les fibres. Et puis après, les fibres, en fait, on les câble. Donc vous avez tout un enrouleur de fibres, parce que quand le télescope il tourne, faut arriver à pas enrouler tout ça. Donc vous avez un système d'enroulage de fibres. Et puis vous renvoyez les fibres vers 3 boîtes. Vous avez ces 2 boîtes ici et une boîte de l'autre côté, ce qu'on appelle des spectrographes, donc basse résolution et haute résolution. Et donc ici à Lyon, on a fabriqué ces 2 spectrographes basse résolution. Voilà, ça c'est la contribution lyonnaise. Alors, ici vous voyez juste une boîte noire, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc on va ouvrir le capot. Si j'ouvre le capot, au départ, on part d'ici. Ici, c'est mes fibres. Donc en fait, les fibres qui venaient du plan focal, je les ai ramenées, je les ai alignées sur ce qu'on appelle une fente. D'accord? On va les coller les unes à côté des autres. Et donc la lumière, toutes les sources qui m'intéressaient, au lieu d'être éparpillées partout dans le champ, elles vont être bien alignées dans une direction. Je récupère ça avec un grand miroir collimateur, qui va renvoyer une image à l'infini. Et puis après, vous avez 2 systèmes, ce qu'on appelle des dichroïques, qui vont séparer le faisceau en 3 bras, 3 canaux, d'accord? Un bleu, un vert, un rouge. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'à la fin, vu tout le spectre qu'on veut couvrir, on veut couvrir du très bleu jusqu'au très rouge, on va vraiment quasiment de l'ultraviolet au proche infrarouge. Eh bien, c'est trop long pour couvrir ça sur un seul détecteur. On doit avoir 3 détecteurs et on peut pas construire une caméra qui construit tout, qui couvre tout. Donc on a préféré faire 3 caméras, un peu plus simples,
Et donc, vous avez ici la partie rouge de la lumière qui part ici, rouge et infrarouge. La partie bleue et verte est renvoyée de l'autre côté. Et ici, avec ce dichroïque, la partie bleue part d'un côté et la partie verte de l'autre. Derrière, vous avez un réseau de diffraction qui est comme un prisme qui va séparer toutes les couleurs, faire le spectre. Et puis derrière, vous avez une caméra qui va simplement projeter l'image sur un détecteur et enregistrer cette image. Voilà physiquement de quoi on parle. Donc cette image, elle a été prise dans le hall d'intégration que vous allez visiter après, là-haut. Donc on se met dans une atmosphère protectrice pour protéger les optiques de la poussière, essentiellement de la poussière et de tout ce qui pouvait contaminer les optiques et les détecteurs. Vous reconnaissez ici les caméras, d'accord? Et donc les détecteurs ici sont refroidis à de l'azote liquide. C'est pour ça que vous avez des gros tuyaux comme ça qui permettent d'avoir une circulation d'azote liquide pour refroidir ces détecteurs. Donc tout ça, c'est assez complexe. Chacune des boîtes dont on parle, elle fait à peu près 3 mètres sur 2 mètres sur 1 mètre 50, quoi. Donc ça fait quand même un assez gros volume. Et on en a fabriqué 2 symétriques qu'on a après d'abord envoyés en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que c'est là où l'ensemble des systèmes de Formose, donc le positionneur de fibre, les 3 spectrographes, le correcteur de champ, tout ça, ça a été assemblé et testé ensemble. Donc on a d'abord fait des tests ici, on a validé ça ici, on a tout redémonté, on a renvoyé ça en Allemagne, on a remonté ça, on a retesté avec tout l'ensemble, et après on a remis ça en caisse et envoyé au Chili. Ma collègue qui était, l'ingénieure opticienne la plus impliquée dans ce projet, donc qui est ici, Florence Laurent, elle a pris cette image au Chili qui représente un petit peu le chemin un peu tortueux qu'on a eu pour arriver jusque-là, parce que ça a pris finalement 11 ans depuis le début dans lequel on était impliqué dans le projet. On a démarré en 2013-2014. Voilà. C'est là où on a décidé de s'impliquer dans ce projet d'un point de vue technique et d'un point de vue scientifique, jusqu'à arriver au télescope. Alors, quelques photos. Ici, c'est pas la partie du spectrographe, c'est le correcteur de champ, qui est quand même assez volumineux. Donc, vous voyez comme on arrive avec tous les outils dédiés qu'on met pour pouvoir l'insérer dans le télescope et l'aligner correctement. Et après, la partie du spectrographe. Donc ici, c'est avec des fibres de test. Donc on met pas les 2400 pour tout tester. On fait test avec un plus petit nombre d'abord. Ici, vous reconnaissez le miroir collimateur dont je vous parlais et les dichroïques. Encore une fois, donc ça, c'est les ingénieurs mécaniciens opticiens d'UCRAL qui étaient au Chili pour cette réintégration. Donc ça s'est passé au mois de juillet-août. Je vais accélérer un petit peu en vous présentant un petit peu le passage de Formose. On l'a d'abord réintégré dans un hall d'intégration similaire à celui que vous allez voir là-haut, au Chili. Et puis après, ça c'est un peu en bas de la montagne, près de la résidence où il y avait le jardin tropical. Et après, on est monté l'instrument au télescope. Donc, pardon. Excusez-moi, je ne pensais plus qu'il y avait du son derrière. Donc voilà le spectrographe après sa réintégration, donc dans sa boîte, protégée. Et on va le couvrir d'un tarpaulin blanc qui sert à protéger des rayons du soleil pour la température. Donc on va le charger sur un camion. Donc ça, le hall d'intégration, il ressemble beaucoup à celui que vous retrouverez là-haut. Donc c'est un des 2 spectrographes. Et donc notre collègue Alar Saviok de Potsdam a pris tous ces différents films et les a montés. C'est assez sympathique à voir. Donc le télescope est à peu près à 2 km de la résidence. Alors le camion va pas très très vite, hein. Tout ça c'est en accéléré, comme vous pouvez voir. Là-haut c'est les very large télescopes, les plus gros télescopes. Donc on va sur une petite montagne à côté. Là faut faire juste une petite manœuvre. Et on va le laisser toute la nuit au pied du télescope avant qu'il rentre par le lendemain matin à l'intérieur de la coupole. Donc il passe la nuit sous les étoiles. Il n'y a pas que les étoiles, je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a les rayons laser qui viennent du Very Large Telescope. Donc ça c'est une autre histoire, mais on utilise des lasers pour
améliorer la qualité des images du Very Large Telescope. Voilà, le lendemain matin, il y a eu des petits soucis de vent, mais donc on prend une grosse grue et on va aller le faire rentrer par la fente du télescope parce qu'il ne rentrait pas par en bas, beaucoup trop gros. Donc on l'accroche à un palonnier. Et puis il y a une petite caméra embarquée qui va vous montrer un petit peu ce que le spectrographe a vu quand il est rentré dans le télescope. C'est à la fois très précis et puis très manuel quand vous voyez les personnes accrochées au câble pour surveiller, suivre le vent, les mouvements du vent, parce qu'il y a une belle prise au vent derrière aussi. Et ça secoue quand même pas mal. Voilà, il y a une autre équipe à l'intérieur pour recevoir. En fait, on va le poser sur une plateforme sous le télescope. Voilà, atterrissage. Donc l'objectif, il va être accroché sous le télescope au niveau de son pilier. Pour l'instant, il a un petit chariot gris qu'on va devoir retirer une fois que le spectrographe est accroché. Donc l'interface, c'est les plaques de métal avec des trous que vous voyez ici. Et c'est ça qui doit s'adapter. Donc c'est la première fois où les deux parties se rencontrent finalement. On a fait des mesures bien sûr très précises avant. Et il fallait que tout colle parfaitement. Vous pensez que tout ça, c'est des instruments uniques. Donc voilà, on est une équipe avec un nombre limité de personnes. C'est pas quelque chose qui est fabriqué à la chaîne. Hein. Donc tout doit être vérifié, testé avant. Et donc là, tout a bien fonctionné. Donc on peut retirer le chariot parce que tout est bien accroché. Donc on fait pareil après sur le deuxième spectrographe. Et puis une autre équipe dans un autre laboratoire a fabriqué le troisième spectrographe. C'est un spectrographe haute résolution qui n'a pas les mêmes propriétés que ce spectrographe qu'on a fait à Lyon. Voilà, il y a une petite fête pour l'arrivée au télescope. Donc à la fin, voilà à quoi ressemble le télescope quand il se déplace. Et en dessous, sous la plateforme, on a nos deux spectrographes et le troisième. Voilà, il est prêt à observer. Et voilà nos deux spectrographes. Donc on était très content de voir cette image avec les deux spectrographes attachés au télescope. Alors un petit saut jusqu'au 18 octobre. Donc ça c'était au mois de septembre. Au 18 octobre, donc moi j'y suis allé fin septembre, début octobre pour faire des tests sur ces spectrographes. On a vérifié que tout fonctionnait parfaitement bien. Et on était prêt pour le 18 octobre, ce qu'on appelle la première lumière. La première lumière, c'est le premier moment où toutes les fibres ont pointé des objets sur le ciel. Donc on a testé d'abord avec quelques fibres, et puis là on a pu mettre tout le système. Donc les 2400 fibres, les 3 spectrographes, ont pointé différents objets, des étoiles, des galaxies, et on a reçu les images sur le détecteur. Alors vous voyez cette très très belle image, vous reconnaissez parfaitement bien ce qui se passe ici, hein, sur le spectrographe. Donc c'est un des deux spectrographes qu'on a fabriqué à Lyon. Mais je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, vous avez les 800 objets. Donc, je dis 800 parce qu'on avait 3 spectrographes. Il y en a 800 sur un spectrographe, 800 fibres sur un autre et 800 fibres sur un troisième. Et chacune de ces fibres, on va disperser la lumière. Vous avez le bleu d'un côté, le rouge de l'autre. Alors, vous allez me dire, je vois pas de bleu et de rouge. Mais c'est normal parce que les détecteurs, en fait, ils sont en monochrome. D'accord? Ils vous donnent juste un signal informatique. Mais vous calibrez, vous savez que les photons que vous recevez à gauche, c'est des photons bleus, et les photons que vous recevez à droite, c'est des photons rouges. Et donc, dans chacune de ces fibres, vous avez un objet. Donc ici, vous avez peut-être une étoile, une galaxie, etc., etc. Donc le mieux, c'est de le regarder sur le ciel. Finalement, on a été chercher une zone du ciel dans laquelle il y avait des objets intéressants, un amas globulaire qui est dans notre galaxie, une galaxie proche de nous, qu'on appelle la galaxie du sculpteur. Et donc le champ complet, avec les 2400 fibres, il ressemble à ça.
Donc on avait pointé quelques fibres au niveau de l'amas globulaire, quelques fibres, pas mal de fibres au niveau de la galaxie. Et puis, voilà des exemples de spectres. Donc en haut à gauche, le spectre d'une étoile, et en bas à droite, en haut à gauche, le spectre d'une galaxie, et en bas à droite, le spectre d'une étoile. Et puis, on a d'autres spectres, notamment d'objets très distants, comme un quasar ici. Donc ça marche très très bien. On était très contents. Donc là, on a fait exprès de colorier le spectre pour bien comprendre du bleu vers le rouge. En réalité, on a juste la courbe, mais on sait très bien qu'on est en train de regarder du bleu vers le rouge. Donc voilà, on est à peu près là. Donc depuis un mois, on a un autre collègue qui est parti là-bas, qui a fini une nouvelle mission. On est en phase de ce qu'on appelle le commissioning. Donc on est en train de tester maintenant qu'on sait que les 2400 fibres fonctionnent bien. On teste un peu plus les performances. On regarde comment l'instrument varie suivant si on incline plus ou moins les fibres. Notamment, c'était une des questions qu'on se posait. Voilà. Et on est prêt à démarrer les sondages. Donc les sondages vont pas démarrer tout de suite, mais disons que autour de mars, avril, on devrait pouvoir commencer un sondage pendant 5 ans. Il y a 2 sondages qu'on dirige ici. Donc moi, je dirige le sondage de cosmologie. Donc comme vous avez compris, je m'intéresse à l'histoire de l'expansion de l'univers. Donc on va faire une cartographie du ciel de l'hémisphère sud. On va faire une cartographie de la zone qui est en rouge ici et de celle qui est en rouge là, en lien avec d'autres instruments comme Euclide par exemple, qui est dans l'espace. Formos, du coup, pour moi, c'est une machine vraiment à cartographier le ciel en spectroscopie et pouvoir mesurer l'expansion de l'univers grâce à des galaxies brillantes, des galaxies rouges et des quasars notamment. Et on va comme ça regarder, faire une cartographie en 3D et mieux comprendre ce qui se passe jusqu'à des grandes distances. C'est pas la seule chose qu'on peut faire avec Formos, hein, je vous en ai déjà parlé, mais mon collègue du coup Jens Christian Krogager, qui est normalement à Lyon, mais en ce moment il est au Chili, forcément, et lui il étudie les quasars, qui sont ces objets extrêmement brillants qu'on peut voir très loin, mais pas pour les étudier eux-mêmes, mais pour étudier tout le gaz qu'il y a dans l'univers sur la ligne de visée. Donc ils utilisent ces quasars comme des phares, et si vous éclairez l'univers avec un phare qui est très très loin, vous allez pouvoir identifier qu'il y a des nuages de gaz à plein de distances différentes et vous pouvez retrouver ces signatures dans le spectre du quasar. Donc il va aller identifier des petits traits d'absorption comme ça très fines dans le spectre pour comprendre un petit peu ce gaz qui est à différentes distances. Donc on remonte un petit peu l'histoire chimique pour le coup de l'univers au cours du temps. Donc je vais terminer comme ça. Donc Formos, donc mon objectif c'est de faire de la cosmologie. La cosmologie c'est la vision physique de notre univers. Il y a plein d'observations. On a ce qu'on appelle un modèle de concordance qui présente qu'il y a de la matière noire, de l'énergie noire, qu'on a une expansion de l'univers accélérée. C'est quand même ces 2 gros inconnus qu'on cherche à comprendre et c'est un des défis de la cosmologie et de la physique fondamentale. Et donc Formos c'est vraiment une machine qui va nous permettre de répondre à ces questions. Je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Oui. Essentiellement, on regarde le barycentre de lumière hein, pour les étoiles, c'est une manière. Une autre manière, c'est d'identifier l'endroit où il y a une symétrie au niveau de la rotation des étoiles. Donc quand on fait un champ de vitesse, on fait une carte des vitesses, on s'aperçoit qu'il y a des parties de la galaxie qui s'approchent de nous, des parties qui s'éloignent de nous. Si on fait le milieu de ça, ça peut être une manière de définir le centre. Pour une galaxie proche de nous, elles sont relativement symétriques, d'accord? On a des grosses boules ou des spirales. Donc c'est assez facile de dire je fais un centre de gravité de lumière, c'est-à-dire que je regarde où la plus grande concentration de lumière et je vais dire c'est mon centre. Pour des galaxies distantes, ça peut être beaucoup plus complexe puisque peut y avoir un peu des grumeaux un petit peu partout et on n'a plus vraiment de centre bien défini. Donc le centre dynamique qui est basé sur les vitesses peut être plus intéressant dans ce cas-là. Oui. À l'époque, c'était simplement mesurer les positions des planètes. Donc en fait, c'était des des yeux et puis oui. De toute façon, il n'y avait pas d'instrument d'astronomie à l'époque. Donc simplement une cartographie. On identifiait les positions des planètes et donc on positionnait ça. Si on vous surveillait les planètes au cours du temps,
vous comprenez les orbites, donc il avait essayé de comprendre, d'interpréter les orbites de manière différente de ce que les gens avaient fait auparavant. Oui? Oui, c'est ça. En fait, on ne le voit pas l'expansion de manière. On ne voit pas l'expansion elle-même, puisqu'il faudrait des années ou des millions d'années pour voir cette expansion directement. Donc on la voit au travers de cette lumière. Donc on la voit parce que la lumière, finalement, elle s'est étirée au cours du temps. Si la lumière s'était pas étirée, pardon, à cause de l'expansion de l'univers, on devrait retrouver exactement les mêmes signatures que sur Terre. Et on les retrouve, mais elles sont toutes décalées. Donc l'hydrogène, l'oxygène, en fait toutes les signatures, vous avez un code barre que vous connaissez très parfaitement, c'est de la physique de laboratoire, vous pouvez identifier ça, et vous retrouvez ce code barre complètement étiré. Et c'est ça qu'on va utiliser, et on peut le mesurer finalement, c'est pour ça que c'est un outil aussi précieux, la spectroscopie. J'espère que vous êtes convaincu là-dessus, oui. Alors, je l'ai pas dit. Alors, on l'utilise pas trop comme un acronyme. Au départ, c'est un acronyme. Ça veut dire Formeter Optical Spectroscopic Telescope. Donc, c'est un télescope dédié à la spectroscopie dans l'optique, dans le visible, sur un télescope de 4 mètres. Et derrière, il y a un jeu de mots en anglais qui est le Foremost, F-O-R-E-M-O-S-T, qui veut dire le meilleur, le principal, l'essentiel. Donc voilà, donc il y avait un petit peu un double jeu de mots derrière. C'est vrai que pour nous, maintenant, c'est Formos avec un 4, et puis voilà. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas à détailler. Moi, j'ai un sondage. Je vous ai parlé d'un sondage de cosmologie. Il y a mon collègue Jens Christian Krogager qui en a un autre. En réalité, si vous prenez ce champ-là, vous avez une vingtaine de différents sondages. Et même si on regarde dans le détail, c'est presque une centaine de sondages différents. Donc derrière, vous avez un millier de personnes qui vont utiliser Formos, avec des équipes partout à l'international. Ça va, il y a essentiellement des Européens, mais il y a des Américains, Chiliens, parce que le Chili a 10% de tout le temps de Formos. Il y a les personnes qui ont construit l'instrument, comme nous. On a le droit à peu près 70% du temps global d'utilisation du télescope. Et les 30%, les 20% restants plus les 10% chiliens, c'est ce qu'on appelle les sondages de la communauté. Donc, il y a eu un appel à idées de la communauté et tout le monde a pu émettre quelque chose. Donc, en fait, finalement, beaucoup de science est couverte grâce à ça. Il faut penser derrière que pardon. Donc oui, et en fait, tout est mélangé. Donc c'est pas, moi, j'ai pas les 2400 fibres pour moi. En fait, les 2400 fibres, il y a une optimisation qui est faite et c'est très complexe, qui cherche à maximiser le contentement de ces milliers de personnes, qui, au final, pour moi, ça revient à minimiser le mécontentement de ce millier de personnes. D'accord? C'est ça la stratégie. C'est-à-dire qu'on veut au moins qu'on soit à peu près content. Et si tout le monde est à peu près content, tout l'instrument, enfin tout le sondage est content. Donc ça, c'est les 5 premières années. Donc de toute façon, Formos est dédié à ça. Et l'ESO, donc je vais pas parler derrière, c'est l'organisme qui opère le télescope. C'est eux qui ont commandé finalement cet instrument. Et donc on a répondu avec d'autres instituts, et donc le lead c'est en Allemagne, à Potsdam. Et derrière, en fait, ils écoutent la communauté, et c'est pour ça qu'il y a tous ces nombreux sondages, ce qui rend les choses très complexes au niveau opération. Au bout des 5 ans, on fait l'inverse. C'est-à-dire que on a eu un peu notre temps un peu garanti pour avoir construit l'instrument, donc on n'a plus que 30%, et la communauté aura le droit à 70%, en fait 60% plus 10% chilien, comme d'habitude. Et normalement, si tout marche bien encore, il y aura peut-être encore 5 ans et à discuter. Et après, peut-être soit on continue, soit on change. En fait, le télescope, c'est quelque chose qui a une durée de vie presque infinie, puisque la partie essentielle du télescope, c'est le miroir. Et un miroir, vous pouvez lui remettre sa couche réfléchissante, donc en fait, il peut repartir pour plusieurs années sans problème.
Les instruments, on augmente toujours la technologie sur les spectrographes, les détecteurs, les optiques, c'est de l'optique beaucoup plus fine. Et ça, on renouvelle constamment le parc d'instruments. Donc si dans 15 ans, on s'aperçoit que Foremost est un peu désuet, on a déjà fait beaucoup de choses, on changera. Donc, et l'ESO commandera un autre instrument. Et bien sûr, ils réfléchiront là-dessus dans 10 ans peut-être pour que ce soit prêt. Enfin, voilà. Il faut le temps de... Vous voyez que 11 ans pour fabriquer l'instrument, il faut s'y prendre en avance. Donc on est en ce moment en train de préparer des futurs instruments. On a 2 instruments en particulier ici. Donc on peut vous en parler après à la galerie de visite. Donc on a un instrument qu'on a mis sur le Very Large Telescope qui s'appelle MUSE. On compte faire un autre instrument du même type qui s'appelle Blue MUSE. Et puis il y a un instrument qui est sur le futur télescope qui n'est pas encore en opération mais qui est presque, qui est l'Extremely Large Telescope. Donc on est sur un instrument qui s'appelle Harmony et qui devrait être d'ici 2030 sur le télescope. Voilà, donc on est à peu près, on est en train de réfléchir maintenant pour des instruments qui seront dans les années 2030 au Chili. Et on a d'autres projets dans les cartons pour les années 2040, mais là c'est encore une autre histoire. Une dernière question ? Oui. Allez-y. Où ça? Au cœur des galaxies? Alors, généralement, au cœur des galaxies, effectivement, on pense qu'il y a un trou noir supermassif, donc extrêmement massif, qui fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Mais est-ce que vous l'avez vu sur les images que je vous ai montrées? Voilà. Donc, il est extrêmement petit, extrêmement compact. Pour pouvoir l'identifier, il faudrait pouvoir zoomer. Et même sur notre propre galaxie, il est tellement compact, tellement petit, qu'il a fallu prendre un télescope qui a l'équivalent de la taille de la Terre. Donc on arrive à le faire ça en combinant des télescopes qui sont au Groenland, au pôle Sud, au Chili, en Inde, ce que vous voulez. On fabrique comme ça un télescope qui a l'équivalent de la taille de la Terre et on arrive à faire l'image la plus détaillée possible et c'est grâce à ça qu'on a pu voir ce trou noir. Donc c'est tellement fin, tellement minuscule. Et du coup, même au niveau masse, ça paraît énorme, plusieurs millions de fois la masse du Soleil, mais quand vous avez plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie, je peux prendre votre trou noir, je l'enlève de la galaxie, rien ne se passe. Donc quand on dit qu'un trou noir, c'est un objet, une concentration de matière qui aspire, c'est vrai si vous avez du gaz qui tombe dessus, mais s'il n'y a pas de gaz qui tombe dessus, s'il n'y a pas une étoile qui est exactement sur le trou noir, les étoiles vont tourner autour du trou noir sans problème. Mais ça va rien changer, d'accord? Donc il y a cette idée que les trous noirs, c'est des aspirateurs cosmiques qui aspirent tout sur leur passage, etc. La réalité est quand même un peu différente. Et si je prenais le Soleil maintenant, je le transformais en trou noir, alors bon, il y aurait plus de lumière, ça c'est autre chose, mais la Terre continuerait de tourner autour de... Elle n'irait pas directement se faire aspirer par ce trou noir.